Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les aspects cliniques des crises épileptiques chez le nouveau-né. Ce cours s'intègre dans l'enseignement du CEC Cerveau en développement pour la promotion de 2019-2020. Alors, pour commencer, la distinction sémiologique doit être faite entre ce qui n'est pas épileptique de ce qui est épileptique. Donc, comme vous le savez, ce qui n'est pas épileptique, on peut parler de mouvements anormaux, tels que par exemple les trémulations, les myoclonies du sommeil, l'hyperexplexia et les réactions douloureuses. Alors, tout ce qui est épileptique, on va le voir, ce sont par exemple les manifestations motrices telles que les clonies ou les automatismes, les spasmes, les myoclonies et les crises toniques, etc., comme on va le voir. Par contre, il y a aussi certains mouvements ou certaines crises qui restent non classées. Alors, on va se baser sur la dernière classification qui a été publiée dans Epilepsia en septembre 2018 et qui va proposer ou qui a proposé une nouvelle classification des convulsions néonatales ou des crises néonatales qui se base essentiellement sur les aspects cliniques de ces crises néonatales pour orienter vers les étiologies. Alors, pour arriver à faire cette classification clinique, les auteurs de cette étude se sont basés sur des dossiers, c'était une étude en fait rétrospective. Ils ont pris un grand nombre de nouveau-nés qui ont été classés crise néonatale et ils ont revu tous les dossiers, tous les EEG et la description clinique des cliniciens. En fait, en revoyant les dossiers de ces nouveau-nés, ils se sont basés donc sur est-ce qu'il y a un EEG ou non. Donc c'était si vous voulez, c'était la base de leur classification. Et puis s'il y avait un EEG, soit qu'on retenait le diagnostic de crise néonatale, soit qu'on ne retenait pas le diagnostic de crise néonatale. Alors s'il s'agissait d'un tracé EEG qui montre des crises néonatales, on va se dire est-ce qu'il y avait des manifestations cliniques ou est-ce qu'il n'y avait pas de manifestations cliniques. Alors, quand il n'y avait pas de manifestation clinique, il s'agissait de crise électrique. Et quand il s'agissait de manifestations cliniques associées à cet aspect EEG, il fallait classer ces crises en plusieurs types, soit un type moteur, soit un type non moteur, soit que ces crises restaient non classées parce que la description n'était pas parfaite et on ne pouvait pas la mettre dans une classe ou une autre. Alors, ici, comme vous le voyez, donc dans ce tableau, ils ont mis la description des différents types de crises qu'ils ont retenus, les automatismes, les crises cloniques, les spasmes épileptiques, les crises myocloniques. Et puis les crises séquentielles, les crises toniques, les crises autonomiques, les crises comportementales, c'est surtout donc les pauses et les apnées et parfois les manifestations cardiaques. Et voilà les crises qui étaient non classées parce que on ne pouvait pas les mettre dans une classe ou une autre par défaut de description. Donc voilà, ils ont pris donc tous ces types de crises. Et puis donc, qu'est-ce qui se dégage de cette classification? Voilà, je vous résume les points clés. En fait, le nouveau cadre, il souligne la nécessité du diagnostic EEG des crises dans la période néonatale. Donc tant qu'il n'y a pas d'EEG, je ne peux pas parler de crise épileptique et donc ça va rester douteux. Deuxième point, des convulsions peuvent survenir avec des manifestations cliniques qui peuvent être motrices ou non motrices ou sans manifestation clinique, c'est-à-dire électrographiques seulement. Donc, c'est ce qu'on appelle les crises infracliniques. Et les cliniciens doivent déterminer la caractéristique clinique prédominante, qu'elle soit motrice ou non motrice. Alors, les types de crises qu'on pourra décrire, les automatismes, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, des automatismes oraux, par exemple des mouvements de mâchonnement, de clignement des yeux, de pédalage, de boxage. Généralement, ces automatismes sont associés avec d'autres fonctionnalités, telles que par exemple les troubles de la conscience et les troubles du tonus.
Le deuxième type, c'est les crises cloniques avec, donc c'est des clonies de un ou plusieurs des quatre membres et ça reste le type de crise le mieux connu par les cliniciens. Les myoclonies sont rares à l'âge néonatal et sont souvent difficiles à différencier des petites clonies ou des trémulations parfois. C'est pour cela qu'il faudra faire un EEG et le plus souvent avec un EMG. Les spasmes épileptiques sont décrits aussi à l'âge néonatal dans certaines pathologies métaboliques euh, et les crises séquentielles qui restent des crises variables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être localisées d'un côté ou bien elles peuvent être latéralisées et devenir et changer de localisation au cours de la crise. Les crises toniques, donc c'est une crise hypertonique des quatre membres ou de l'axe du corps. Et les crises autonomes, c'est ce qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire apnées, associées parfois à d'autres signes, comme on l'a dit, tels que des saturations, tachycardie, bradycardie. Et sinon, si elles ne sont pas associées à d'autres manifestations de type épileptique, telles que les clonies, toute autonomie, telle que par exemple une apnée chez le nouveau-né, doit être, oui, doit être parfois suspecte de crise épileptique. C'est pour cela qu'il faudra la confirmer systématiquement par un EEG avant de donner des antiépileptiques. Donc, après avoir classé les crises, ils ont revu donc le nombre d'enfants qu'ils ont eu et ils ont classé donc le type de crises qui ont été décrites selon les étiologies. Et donc, je vous ai mis en jaune ce qui est intéressant. Comme vous le voyez ici, par exemple, en cas d'anoxo-ischémie ou d'hypoxie-ischémie chez le nouveau-né à terme, les manifestations motrices ne sont pas aussi fréquentes que les manifestations infracliniques, électriques non motrices. Non motrices, c'est-à-dire des troubles comportementaux ou des automatismes avec un EEG franchement pathologique. Donc, sur 29 bébés, vous avez 19 qui avaient des manifestations électriques avec des crises non motrices et les crises motrices ont été remarquées uniquement chez 5 bébés. Par contre, chez le nouveau-né préterme, l'anoxo-ischémie était très rarement symptomatique de crise électrique. Donc, ce qui est de l'étiologie vasculaire, c'est-à-dire de ce qui est AVC, vous voyez ici que la composante clonique est prépondérante. Donc, en cas d'AVC, c'est essentiellement les cloniques qu'on va voir. C'est une manifestation motrice prépondérante chez les nouveau-nés, surtout à terme. Par contre, chez le nouveau-né préterme, c'est-à-dire le prématuré, vous avez, c'est surtout des manifestations électriques non motrices. Je vais aller vers les pathologies génétiques, comme donc vous voyez ici. Donc génétique chez le nouveau-né à terme, c'est surtout les manifestations, les crises séquentielles, c'est-à-dire, comme on peut dire, polymorphes qui peuvent changer de côté ou de membre qui est atteint lors d'une crise ou d'une crise à une autre. Elles peuvent être aussi toniques et cela se voit essentiellement chez le nouveau-né à terme. Et puis, tout ce qui est infectieux, c'est essentiellement des manifestations électriques chez le nouveau-né à terme. Donc, comme vous voyez, on peut déjà, par les manifestations cliniques que peut présenter le nouveau-né, on peut s'orienter un peu vers l'étiologie sous-jacente. Donc, après avoir vu cette classification ou cette nouvelle classification qui se base sur la clinique et qui nous oriente vers les étiologies, on va voir cette démarche étiologique. En fait, devant des crises épileptiques néonatales, vous avez un grand groupe étiologique qui est l'anoxo-ischémie ou les encéphalopathies hypoxie-ischémiques que vous voyez ici en bleu.
Et puis, à côté de cette grande part ou grand groupe d'étiologies, vous avez les autres étiologies que vous connaissez, les infections, les étiologies métaboliques, les étiologies génétiques, les infarctus et les hémorragies intracrâniennes et les malformations cérébrales. Et vous voyez que tous ces cercles peuvent s'interconnecter puisqu'il y a beaucoup de manifestations, donc des pathologies infectieuses et ou métaboliques qui peuvent être donc communes chez un seul bébé ou chez le même bébé. Donc, notre démarche, c'est devant des crises néonatales, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut toujours chercher une cause occasionnelle, c'est-à-dire c'est une cause symptomatique. Dans ce cas-là, une crise symptomatique aiguë peut être symptomatique d'une asphyxie périnatale, d'une cause métabolique standard la plus fréquente qui est l'hypoglycémie, parfois l'hypocalcémie, parfois les autres troubles ioniques et les pathologies infectieuses. Donc, il faut toujours les chercher, faire le bilan dans ce sens. Et puis, si on ne trouve pas de cause occasionnelle, il faudra chercher une cause symptomatique d'une cause identifiée, une pathologie symptomatique ou une crise symptomatique d'une cause identifiable, telle qu'une pathologie métabolique héréditaire ou une pathologie malformative. Et c'est l'apanage des explorations. Et puis, si on ne trouve pas une cause particulière ni occasionnelle, la plus fréquente, ni symptomatique de cause identifiable, on parlera dans ce cas d'un syndrome épileptique néonatal. Et on aura un cours plus détaillé pour ces syndromes épileptiques néonatales pour savoir comment faire la démarche et pour voir les principaux syndromes épileptiques qui sont décrits à l'âge néonatal. Alors, les causes des crises occasionnelles, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'encéphalopathie anoxo-ischémique, les infections cérébro-méningées, c'est-à-dire essentiellement la méningite, l'encéphalite, elle est rare chez le nouveau-né, le traumatisme obstétrical avec une contusion cérébrale plus ou moins une hémorragie intracrânienne, les troubles métaboliques transitoires, hypoglycémie, hypocalcémie et l'AVC néonatal. Ce sont toutes des causes occasionnelles qui sont fréquentes et qu'il faudra toujours s'acharner à chercher chez tout nouveau-né qui présente des crises néonatales. Un petit mot sur les syndromes épileptiques néonatales. Donc, sachez d'emblée qu'il y en a grossièrement 4 types, 4 grands syndromes qui sont classés en 2 sous-groupes. Donc, les syndromes épileptiques idiopathiques qui sont bénins, c'est les convulsions néonatales familiales bénignes et les convulsions néonatales bénignes. Et le deuxième groupe comporte les encéphalopathies avec suppression bust. Dans ce cas-là, le pronostic est médiocre, il est défavorable. C'est le cadre de l'encéphalopathie myoclonique précoce et l'encéphalopathie épileptique infantile précoce ou le syndrome d'Ohtahara. Donc, on ne va pas détailler dans ce chapitre ces syndromes épileptiques et on va les voir ailleurs dans un autre chapitre. Dans ce qui suit, nous allons voir des cas cliniques illustratifs de crises épileptiques néonatales et de mouvements anormaux pour essayer donc d'apprendre à reconnaître les crises à l'âge néonatal. Donc, le premier cas clinique concerne le nouveau-né Ibrahim, qui est de sexe masculin, issu d'une grossesse bien suivie, qui est normalement déroulée jusqu'au terme de 41 semaines. L'accouchement s'est déroulé par césarienne en urgence pour souffrance fœtale aiguë avec un liquide amniotique teinté à la rupture artificielle de la poche des os après 14 heures de travail. Le tracé du rythme cardiaque fœtal était franchement pathologique, donc comme vous le voyez sur cette diapo, donc vous voyez donc qu'il présente un rythme de base qui est bas avec des accélérations, des décélérations, etc., avec parfois des pertes de foyer. À la naissance, il s'agissait d'une circulaire du cordon, donc c'est une cause funiculaire qui pourrait expliquer cette souffrance périnatale. Le score d'Apgar a été coté à 1, puis 4, et puis 4, donc il était resté médiocre. Il n'a pas bien répondu à la réanimation après 10 minutes et le bébé était intubé, ventilé sur tube trachéal dès la salle de naissance. À l'admission dans le service, donc le nouveau-né avait un mauvais état neurologique, il avait un mauvais cri, une mauvaise réactivité. Bref, c'est des signes de dépression neurologique. Il avait une respiration spontanée présente mais inefficace par moment avec des pauses et des désaturations. Et on en a remarqué à l'âge de 3 heures des mouvements anormaux
comme vous allez le voir sur cette vidéo. Donc regardez bien les mouvements stéréotypés, répétés au niveau des membres supérieurs avec un regard parfois vague, parfois déclinement des yeux. Et donc c'est ce qu'on appelle donc le type de ces crises, c'est les automatismes. C'est donc le type le plus connu chez le nouveau-né en cas d'anoxo-ischémie, c'est ce qu'on appelle les mouvements de boxage. Alors, à côté de ces mouvements anormaux, la biologie était en faveur d'une atteinte anoxo-ischémique puisque le nouveau-né avait une acidose métabolique sévère, des bases excessivement 25 et un pH à 7,02 et les CPK étaient très élevés à 518. Alors, ce qu'on a fait pour cet enfant, comme vous le devinez, le diagnostic, c'est une encéphalopathie anoxo-ischémique, donc d'origine obstétricale, c'est une asphyxie périnatale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce nouveau-né? On va lui donner donc un premier anti-épileptique qui est le phénobarbital, une dose de 20 mg par kilo en nivellante sur 20 minutes, et l'on aura un arrêt des crises rapidement. Alors, les examens complémentaires, ce qu'on pouvait faire, c'était un scanner cérébral AJ1 de lui qui n'a pas montré autre chose qu'un œdème cérébral diffus. Et le EEG n'a pu être fait que AJ7 de vie et il n'a pas montré d'anomalie. Je vous montre une autre vidéo de ce même bébé, donc elle est plus rapprochée. Regardez bien maintenant dans cette vidéo les mouvements des membres inférieurs associés aux mêmes mouvements des membres supérieurs. C'est ce qu'on appelle les mouvements de boxage et de pédalage des membres chez un nouveau-né qui a une encéphalopathie anoxo-ischémique. Donc, retenez bien ce type de crise à type d'automatisme qui se voit chez le nouveau-né de ce type. Voilà. Donc, au total, on est devant une encéphalopathie anoxo-ischémique et qui a été traitée, qui s'est manifestée par des crises néonatales de type automatisme, comme vous l'avez vu, qui se sont arrêtées après une dose de Gardénal et cet enfant avait un scanner cérébral normal et un EEG normal après 7 jours de vie. En fait, donc, quelles sont les questions qu'on va se poser maintenant? Est-ce que cet enfant, on va le traiter au long cours par des antiépileptiques? Et comment le suivre à la consultation externe après sa sortie du service? Alors, je vais vous parler du suivi de cet enfant, de son évolution, comment elle est faite, cette évolution. Au cours des premières semaines, on a eu un arrêt des crises cliniques après 4 jours. L'enfant était resté obnubilé avec des léthargies pendant presque 6 jours et il n'a commencé à se réveiller que vers l'âge de 7 jours avec l'apparition de la succion qui était toujours difficile et elle n'est devenue complète et satisfaisante que vers l'âge de 20 jours. Donc, comme vous voyez, cette reprise du réflexe de succion tardive, cette reprise tardive est un élément de mauvais pronostic. Et on a remarqué une croissance du périmètre crânien qui était lente, comme vous voyez donc ici sur cette courbe de croissance du PC, du périmètre crânien. Alors, chose qui est importante et sur laquelle j'insiste beaucoup, le suivi d'un enfant qui a subi une encéphalopathie anoxo-ischémique doit impérativement être associé à une courbe de périmètre crânien pour suivre l'évolution et la croissance cérébrale. Le périmètre crânien reste le meilleur témoin de la croissance cérébrale.
Donc, on peut avoir donc une croissance qui est ralentie avec un rattrapage. Et regardez donc cet enfant qui s'est rattrapé à la moyenne vers l'âge de 9 mois. L'évolution ultérieure donc, a été remarquée par l'apparition d'une hypotonie axiale importante, persistante, avec une hypertonie périphérique. Donc, ce sont ces signes qui ont annoncé l'apparition d'une paralysie cérébrale. La position assise n'a été acquise qu'à l'âge de 2 ans et demi et cet enfant n'a pas repris de crise épileptique. Donc, il n'avait pas d'épilepsie séquelaire. Donc, c'est une encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né à terme que vous connaissez tous, c'est l'asphyxie périnatale. Ce sont des nécroses neuronales sélectives qui se localisent surtout au niveau des hémisphères cérébraux, plus ou moins le tronc cérébral, et avec les phases, la cascade cytotoxique que vous avez déjà connue auparavant. Les causes peuvent être funiculaires, placentaires ou mécaniques, et le tableau d'asphyxie périnatale, je passe rapidement puisque vous le connaissez. Donc, quels sont les éléments de mauvais pronostic lorsqu'il s'agit d'une encéphalopathie hypoxique ischémique? Donc, comme vous le connaissez, c'est le début précoce des convulsions, surtout lorsque ça survient à la première heure de vie. Ça suppose que les lésions anoxo-ischémiques ont déjà commencé le plus souvent in utero, et donc ça s'annonce sévère. L'absence d'autonomie respiratoire et tout bébé qui nécessite une ventilation artificielle, c'est un signe d'une atteinte neurologique sévère. La résistance au traitement anticonvulsivant pendant plus que 48 heures. La présence d'une hémorragie intraparenchymateuse est un autre élément de mauvais pronostic. Et surtout, l'EEG lorsqu'il montre un tracé inactif ou paroxystique au-delà de 48 heures. Donc, si vous voulez, chez notre bébé, nous n'avons pas fait un EEG initial, certes, mais l'EEG fait à J7 vie était normal. Donc, est-ce que c'était un élément de bon pronostic? On ne peut pas l'annoncer. Il faudra toujours avoir un faisceau d'arguments pour annoncer le pronostic en cas d'encéphalopathie hypoxique ischémique. C'est un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et électriques pour pouvoir annoncer le pronostic. Alors, donc, à la fin de cette partie de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, donc à la fin de ce premier cas, retenons que dans la plupart des cas, il s'agit de crises de type automatisme. Et dans la plupart des cas, l'EEG montre ces crises électriques, donc on peut confirmer l'origine ou l'étiologie épileptique des mouvements que présente ce nouveau-né. Je vous montre ici un autre type d'automatisme que peut faire le nouveau-né. Donc voici la vidéo. Donc là, vous avez un automatisme de type oral. C'est ce qu'on appelle. C'est comme s'il il mâchonne. C'est des crises, c'est des petites colonies au niveau de la commissure labiale et au niveau de la mandibule, aussi au niveau des yeux, comme vous le voyez. Donc c'est des mouvements à répétition. En voyant, il faudra bien observer l'enfant à la recherche d'autres mouvements au niveau des extrémités éventuellement pour essayer de bien décrire les crises que présente ce nouveau-né. Voilà, regardez bien, donc c'est des crises qui ne cessent pas de se faire. Et bien sûr, avec un regard vague, c'est pas un bébé qui est bien éveillé et c'est un bébé léthargique. On passe à la deuxième vidéo, comme donc la première, regardez ici, vous avez un autre type d'automatisme chez un enfant qui a subi une encéphalopathie hypoxique ischémique et vous avez donc les mouvements au niveau de la paupière supérieure, au niveau des yeux et au niveau de la commissure labiale. Regardez bien. Là, c'est autre, donc c'est des manifestations de type automatisme. Alors, auparavant, on parlait de crise subtile, mais il s'est avéré que les crises subtiles peuvent être de type clonique, parfois automatisme, etc. Et donc, subtil, ça veut dire que c'est des crises qui peuvent passer inaperçues, mais en fait, cette nouvelle classification, elle fait l'accent sur vraiment les types particuliers. Donc, regardez cette vidéo. À côté des crises de l'automatisme qu'on a vu tout à l'heure au niveau des yeux et au niveau des yeux, au niveau
la bouche. Donc là, regardez, on vous montre le scope qui montre une désaturation. C'est un enfant qui, puisqu'on lui a enlevé l'oxygène, il fait une pause respiratoire, il s'arrête de respirer. Et là, c'est une manifestation comportementale ou autonomique, pardon, c'est la désaturation. Donc cet enfant ne s'arrête pas de convulser avec des crises polymorphes. Il a fait des clonies au niveau des membres. Regardez bien. Donc, il faut savoir regarder l'enfant, il faut savoir observer l'enfant, il faut savoir prolonger cette observation parce que les crises peuvent changer et peuvent être subtiles et peuvent passer inaperçues. Donc, le traitement prophylactique en cas d'encéphalopathie hypoxique ischémique, donc est-ce que c'est indiqué? Est-ce qu'on va mettre tous les bébés sous traitement au long cours? Donc, sur plusieurs études avec une revue de la littérature, si on va voir l'indication de ce traitement prophylactique, on ne trouve pas d'effet sur l'incidence des crises et les survenues secondaires, c'est-à-dire que même si on va mettre ces enfants sous un traitement au long cours, cela ne va pas empêcher l'apparition d'une épilepsie séquelaire ultérieurement. Et donc, ce qui fait que en absence de crise clinique ou électrique évidente, les nouveau-nés avec encéphalopathie hypoxique ischémique initiale ne doivent pas recevoir du phénobarbital. Et ceci, c'est une recommandation A, c'est-à-dire une recommandation de premier niveau avec un evidence-based medicine bien fondé. La deuxième question, quand arrêter les antiépileptiques? En fait, lorsqu'il s'agit d'un examen neurologique normal et ou un EEG normal, il faudra arrêter les antiépileptiques s'il n'y a pas de convulsion pendant plus que 72 heures. Et s'il y a une pathologie sous-jacente modérée, par exemple une petite hémorragie sous-arachnoïdienne ou une hémorragie euh, de l'œdème cérébral essentiellement, donc on peut donner des antiépileptiques juste au cours de l'hospitalisation qu'on va arrêter avant la sortie. Par contre, s'il y a une pathologie sous-jacente sévère de type une hémorragie intracrânienne ou un AVC étendu, cet enfant va être mis sortant sous antiépileptique et la durée sera plus prolongée, mais elle peut être arrêtée au bout de 1 à 2 mois après une réévaluation clinique et électrique. Bien sûr, on pourra arrêter ce traitement si l'enfant n'a pas reconvulsé avec un EEG qui redevient normal. Après avoir terminé avec l'encéphalopathie hypoxique ischémique, nous allons voir un deuxième cas clinique.
donc un autre type de crise si vous voulez. Il s'agit d'un nouveau-né à terme de sexe masculin qui est né par forceps en urgence avec un score d'Apgar à 6 plus 8 à la 5e minute. Il avait une détresse respiratoire néonatale légère et à H8 de vie, il a développé des mouvements anormaux. Donc déjà, vous avez la photo de ce nouveau-né devant vous. Comme vous voyez, donc il a les traces du forceps sur le front, comme vous le voyez ici, sur la paupière avec de l'œdème de paupière. Et c'est un nouveau-né donc qui avait vraisemblablement un forceps qui était très traumatique et qui était mal appliqué. Donc nous allons voir la vidéo de cet enfant, les mouvements anormaux qu'a présenté cet enfant. Regardez bien. Donc là, c'est des crises de type clonique, typiques. Voilà les clonies au niveau des 4 membres. Donc regardez bien l'aspect des membres supérieurs, membres inférieurs, ils se contractent. C'est tout un membre qui va se contracter. Donc on va enlever le hood pour voir le visage de cet enfant. Il a, regardé bien, donc l'œdème au niveau de la paupière, témoignant de traumatisme obstétrical, et les clonies, membre supérieur, membre inférieur. Alors, ce type de crise, il est typique en cas d'une atteinte vasculaire cérébrale ou d'un traumatisme intracrânien, de lésions traumatiques intracrâniennes telles qu'une hémorragie intracrânienne. Donc, la pathologie hémorragique du nouveau-né à terme, c'est une pathologie qui est fréquente. L'hémorragie intraventriculaire reste exceptionnelle à terme. Il faudra chercher une malformation vasculaire ou une pathologie génétique sous-jacente si je trouve une hémorragie intraventriculaire. Par contre, c'est l'apanage des nouveau-nés prématurés. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, elle peut se voir chez tout nouveau-né prématuré. Le plus souvent, elle est banale, elle est peu abondante, elle n'a pas de retentissement si elle est isolée. Et le contexte, il faudra le chercher, tel que surtout il y a un forceps, une adaptation moyenne ou médiocre à la vie extra-utérine, avec souvent on peut avoir une encéphalopathie hypoxique ischémique associée. Et il faudra surveiller l'état neurologique de l'enfant parce qu'il peut développer des crises comme on l'a vu chez notre enfant. Alors, l'hématome sous-dural, c'est une complication traumatique de tout ce qui est accouchement dystocique. Elle peut être associée à une encéphalopathie hypoxique ischémique. C'est surtout lorsqu'on fait un forceps haut sur une tête non engagée. C'est un forceps le plus souvent mal appliqué avec une manœuvre et parfois aussi on peut trouver cet hématome lorsqu'il s'agit d'une manœuvre sur une présentation de siège, c'est-à-dire qu'on a retiré la tête du bébé pour le dégager du pelvis de la mère. Dans ce cas-là, le bébé va avoir une pâleur, il peut être choqué, il peut développer un état de mal convulsif rapide et la fontanelle peut être tendue avec une hémorragie rétinienne le plus souvent.
Le diagnostic, il peut être fait par la tomodensitométrie et l'indication peut être le plus souvent chirurgicale. Et lorsque c'est abondant, le décès même peut survenir avec une mise en jeu du pronostic le troisième cas clinique concerne le nouveau-né Amy, qui est un gros bébé de mère diabétique, qui est né par voie basse avec une dystocie des épaules, qui a développé une détresse respiratoire néonatale légère. Et comme vous le voyez sur cette radio, il avait une fracture du l'humérus droit témoignant du traumatisme obstétrical qu'il a eu et de la dystocie au cours de l'accouchement. Et il a développé à H12 de vie des mouvements anormaux. Donc cet enfant, il a été hospitalisé pour une surveillance métabolique des glycémies et parce qu'il avait un accouchement dystocique, il n'avait pas un mauvais état neurologique. Cet enfant était bien conscient, il avait un bon état d'éveil, il avait un bon cri, il avait un réflexe de Moro asymétrique bien sûr puisqu'il avait cette fracture de l'humérus qui faisait mal au niveau du bras droit. Et lors de la surveillance de cet enfant, nous avons remarqué l'apparition de mouvements anormaux. Je vous montre ici la vidéo de cet enfant qui a présenté des crises typiques à type de petite clonie fine au niveau du membre supérieur gauche, comme vous le voyez ici. Donc c'est l'extrémité distale du membre supérieur gauche. Il n'avait pas une altération de l'état de conscience. C'est un enfant qui était assez bien éveillé, qui n'était pas omnibulé et c'était un gros bébé comme vous le voyez ici. Et puis donc à côté du membre supérieur gauche, c'est le membre inférieur gauche qui est en cause. Donc regardez bien. Et ça c'est resté vraiment localisé au niveau de tout l'hémicorps gauche. Donc voilà. Alors ce type de crise localisée d'un seul côté va nous faire suspecter une étiologie particulière qui est l'AVC ischémique cérébral. Donc, bien sûr, devant ce contexte de dystocie et de dystocie des épaules avec un accouchement franchement dystocique, avec des signes de traumatisme obstétrical tels que la fracture de l'humérus, bien sûr, la première cause qu'on va suspecter, c'est un AVC ischémique cérébral. Donc là, c'est des crises cloniques typiques, vraiment localisées, chose qui n'est pas toujours fréquente. On peut avoir, bien sûr, comme on a vu dans le cerveau du nouveau-né qui est un cerveau immature, on peut avoir une généralisation rapide des crises convulsives. C'est pour cela que la latéralisation est vraiment rare chez le nouveau-né. C'est dans les quelques cas d'AVC ischémique vraiment isolés que l'on trouve des crises d'un seul hémicorps avec la conservation de l'état de conscience en général. Alors, vous allez me dire que cet enfant a évidemment un AVC ischémique, un AVC cérébral. Où est-ce qu'il est localisé? C'est un AVC qui va être du côté droit. Donc, on va voir les explorations.
En fait, on a fait le jet rapidement à H plus de vie qui a montré une asymétrie aux dépens de l'hémisphère droit avec de longues décharges de pointe lente rythmique centrotemporale droite, donc qui confirme déjà qu'il existe une asymétrie entre les deux hémisphères. C'était précoce. Le scanner cérébral, par contre, a été fait à H40 de vie. En fait, le scanner cérébral, comme on va le voir, il n'a pas beaucoup d'intérêt en matière de suspicion d'AVC néonatal, mais puisque il y avait le contexte de traumatisme obstétrical, on doit toujours évoquer tout ce qui est hémorragique et bien sûr l'IRM reste difficile dans notre pays. C'est pour cela qu'on a plus facilité à faire un scanner cérébral. Et évidemment, comme vous le voyez, le scanner cérébral a montré une ischémie cérébrale sylvienne gauche. Donc notre enfant, souvenez-vous bien, il a convulsé à droite. Donc vous avez une ischémie cérébrale sylvienne gauche et une ischémie cérébrale postérieure droite et de la région capsulaire droite avec des remaniements hémorragiques au sein d'une ischémie cérébrale gauche. Ici, vous avez les remaniements hémorragiques au niveau gauche. Donc, ce qui l'a fait convulser, ce qu'on a vu, c'est essentiellement à droite, mais cet enfant avait aussi un AVC à gauche avec des remaniements hémorragiques. Et donc, la question qui se pose, est-ce que cet enfant n'a pas fait des crises généralisées est-ce que parce qu'il avait cette fracture de l'humérus ou est-ce que c'est vraiment été localisé et ça s'est arrêté après les anticonvulsivants. L'IRM cérébral, elle, par diffusion, a confirmé, donc a montré l'hypersignal intense au niveau des territoires postérieurs droit, carotidien interne et sylvien superficiel gauche. Donc à gauche, c'était superficiel. C'est pour cela qu'il n'a pas convulsé peut-être à droite, mais ce qui était plus profond et plus étendu, c'était à droite avec une atteinte carotidienne interne droite. Donc, l'enjeu IRM, donc l'apparition, l'atteinte bilatérale chez ce nouveau-né, nous a fait donc chercher d'autres étiologies et il fallait faire une enjeu IRM cervicale. Elle a été faite à 6 de vie qui a montré une dissection de la carotide primitive gauche et de ses deux branches dans leur portion extracrânienne. Cette dissection est secondaire au traumatisme obstétrical. Il y avait un hypersignal de la portion horizontale de l'artère vertébrale droite évoquant une dissection à ce niveau. Donc une double dissection artérielle carotidienne et de l'artère vertébrale droite qui serait donc secondaire au traumatisme obstétrical, à l'étirement au cours de l'accouchement et à cette dystocie des épaules. Donc, si on va résumer pour notre troisième cas, vous avez un AVC ischémique bilatéral qui est expliqué par un double mécanisme, une dissection traumatique d'une part et une thrombose artérielle d'autre part. Et les deux étaient secondaires à cet accouchement dystocique avec un accouchement par voie basse chez un macrosome et une dystocie des épaules. Les remaniements hémorragiques, eux, ont été expliqués par la thrombopénie transitoire qui a été remarquée chez cet enfant et qui serait expliquée par la souffrance fœtale aiguë avec le terrain de prééclampsie qui était constaté chez la mère. Alors, l'évolution de cet enfant, comment on va l'imaginer? Cet enfant, bien sûr, va nécessiter un bon suivi à la consultation externe. Il a été mis sortant à J18 de vie. Bien évidemment, il a été traité par dépakine 30 mg kg. Et cette dépakine a été arrêtée après 2 ans puisqu'il n'a pas reconvulsé malgré les lésions qui paraissaient étendues sur les explorations radiologiques. Il y avait une reperméabilisation spontanée des troncs supraaortiques à 1 mois qui était thrombosée à l'échographie Doppler et la prise en charge a été faite précocement avec une rééducation qui a été commencée vers l'âge de 2 mois puisqu'on a remarqué déjà qu'il avait des troubles du tonus au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs.
La marche a été acquise tardivement à l'âge de 2 ans, le langage à l'âge de 2 ans et demi, et à 5 ans, c'est un enfant qui avait des troubles de la concentration et de mémorisation avec une parésie persistante du membre supérieur droit. Souvenez-vous bien que le membre supérieur droit avait plutôt la fracture de l'humérus droit et donc il a gardé une parésie au niveau de ce membre, probablement due à une paralysie du plexus brachial. Alors, qu'en est-il un petit mot sur les AVC ischémiques cérébraux? Donc, en se basant sur l'article des archives de pédiatrie paru en 2016 et l'article de la revue Stroke paru en 2019. Donc, vous avez une prise en charge thérapeutique différente, mais il y a plein de recommandations. Alors, qu'en est-il du traitement anticoagulant? En fait, il faut savoir que le taux de récidive de l'AVC néonatal, il est minime et il ne dépasse pas les 1%. Et donc, en dehors d'une cardiopathie ou d'une thrombophilie congénitale confirmée, il n'y a pas d'indication de thrombolytique ou d'anticoagulant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indication d'héparine ou d'antiagrégants plaquettaires. Il faudra utiliser surtout les HBPM, mais ceci en cas de cardiopathie thrombogène ou de thrombus intracardiaque. Le traitement anticonvulsivant sera indiqué en cas d'état de mal épileptique avec une activité clinique ou électrique continue d'au moins 30 minutes ou de crise électrique récurrente qui occupe plus de 50% d'intra-CEG sur 30 minutes. Ça, c'est la définition de l'état de mal épileptique. Euh, Sinon, ils sont indiqués, ce traitement anticonvulsivant sera indiqué en cas de crise clinique qui dure plus que 5 minutes consécutives, ou bien des crises cliniques brèves mais qui se répètent 2 ou plusieurs fois par heure, ou bien en cas de crise convulsive électrique qui dure plus de 5 minutes consécutives, ou si elles sont brèves, inférieures à 30 secondes, mais qui sont répétées plusieurs fois par heure. Ce traitement, alors le type de traitement qu'on va mettre, le phénobarbital reste toujours de première indication, comme on l'a donné chez nos bébés. Et si nécessaire, on va répéter une deuxième dose qui peut être de 10 à 20 mg kilo, mais il faudra doser la barbitémie qui ne va pas dépasser 25 à 30 mg par litre. Et lorsqu'il y a une récidive, il faudra pas proposer une association avec un autre antiépileptique de mécanisme d'action différent de type donc phénytoïne ou une autre benzodiazépine. La durée du traitement antiépileptique, alors si nous avons un examen neurologique normal ou un EEG normal, il faudra arrêter après 72 heures si l'enfant ne fait pas de crise. Et s'il y a des anomalies neurologiques modérées, cliniques et ou électriques, les antiépileptiques peuvent être arrêtés à la fin de l'hospitalisation, c'est-à-dire avant la sortie. Donc c'est le même protocole comme l'encéphalopathie hypoxique ischémique. Par contre, s'il y a des anomalies neurologiques sévères ou bien un accident vasculaire ischémique étendu, comme dans notre bébé, dans notre cas, le traitement doit être maintenu pour une période plus ou moins prolongée qui sera discutée au cas par cas selon l'évolution de l'enfant. Et comme vous l'avez vu, que chez notre enfant, le traitement antiépileptique a été arrêté après 2 ans lorsqu'il n'a pas refait de crise. Le quatrième cas clinique concerne l'enfant Ashraf qui est né le 2-10 en 2004 et qui a été admis à 30 minutes de vie pour des mouvements anormaux que nous allons voir sur une vidéo. Alors, je commence par vous parler de ses antécédents. Il est issu de parents consanguins et avec une fratrie chargée, constatée, donc comme vous le constatez, il avait 2 enfants vivant en bon état de santé et un enfant décédé à H1 de vie, on ne sait pas la cause, et un enfant décédé à 4 mois. Selon la mère, il a fait un état de mal convulsif dès la naissance et probablement ce qu'on lui a dit, c'est qu'il a souffert à la naissance. La grossesse actuelle était bien suivie. Elle est menée sans incident au terme de 40 semaines d'aménorrhée. L'accouchement s'est déroulé par voie basse, il était eutocique. Et à la naissance, notre enfant était eutrophique et il avait un Apgar à 9 sur 10. Donc, voici la vidéo de l'enfant Ashraf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, regardez, on va décrire les crises qu'il présente.
Donc là, vous avez un enfant qui est bien coloré. Donc entendez bien le son qu'il pousse. Donc il a un cri. Voilà. Donc est-ce que c'est des clonies? Est-ce que ce sont des spasmes? Donc, au repos, comment il est cet enfant? Au repos, il pousse un petit cri ou un petit gênement comme s'il souffre quelque part. Voilà. Et puis, il fait une crise. C'est des spasmes toniques au niveau des quatre membres. Et puis, là, il devient agité. Regardez bien les mouvements qu'il présente. Regardez bien. Hop, hop. Et voilà. Il fait la crise. Donc si on se rapproche encore plus, on va voir peut-être est-ce qu'il fait des clignements. Il ne fait pas d'automatisme cet enfant. Par contre, il a, voilà, donc il fait des spasmes typiques avec des clonies. Il est agité, il est irritable et il faut dire, il faut souligner, donc voilà, c'est des crises polymorphes, parfois des petites colonies au niveau des extrémités, parfois une agitation, parfois donc des trémulations, il pousse des cris, une agitation, il fait des spasmes. Donc c'est, voilà, c'est le type de crise qu'il faudra retenir parce que ça ne peut pas faire évoquer une anexo-ischémie. Voilà, et en dehors des crises qu'il fait, il devient agité d'une façon incroyable. Regardez bien, c'est lorsque je vous dis il s'agit d'un bébé électrifié ou le bébé Duracell, c'est le type de bébé qui présente un déficit en vitamine B6 ou la pyridoxino-dépendance. Donc, à manifestation néonatale, tous les enfants pratiquement ils présentent le même aspect. Alors, le diagnostic, je l'ai déjà annoncé. Cet enfant, bien sûr, le premier médecin qu'il a vu ne va pas évoquer le diagnostic d'emblée, surtout que c'est une pathologie qui n'est pas connue par tous les médecins. Cet enfant a reçu l'escalade thérapeutique connue, donc du phénobarbital 2 doses avec, oui, le rivotril, le clonazepam, puisqu'on ne dispose pas de la phénitoïne. Le EG, comme vous le voyez ici, était franchement perturbé avec
des épisodes de dépression avec des épisodes de décharge. C'est ce qu'on appelle le tracé de suppression bust. Donc, c'était un tracé franchement désorganisé, témoignant d'une pathologie métabolique sévère, d'une atteinte cérébrale sévère. Cet enfant donc n'a pas arrêté de convulser. C'est les crises, devant ces crises persistantes, bien sûr, va passer à la vitamine B6, mais dans notre pays, puisque on ne dispose pas de la vitamine B6 par voie intraveineuse, on va donner la voie orale. Cet enfant a reçu donc un comprimé de 300 mg par voie orale et on a eu un arrêt complet des crises au bout de 45 minutes. Il a fait quelques pauses respiratoires brèves nécessitant l'oxygénothérapie au WOOD et le jet de contrôle fait 24 heures après, le lendemain, était strictement normal, comme vous le voyez ici. Donc, comparativement au précédent, tout est redevenu normal. Donc, il s'est amélioré sur le plan clinique et paraclinique. L'IRM cérébral fait quelques jours après s'est révélé normal. Il n'y avait pas de malformation chez ce bébé. Donc, l'évolution, on a remarqué un bon état neurologique sous vitamine B6 par voie orale. Il a reçu 300 mg par jour. Et la confirmation de la pyridoxinodépendance a été faite dans le temps par le test d'arrêt thérapeutique, puisque auparavant, en 2004, on ne disposait pas de l'étude génétique. Et puis, lorsqu'on a découvert la mutation ASFAX, on a complété par l'étude génétique chez cet enfant avec toute sa famille et on a découvert la mutation tunisienne à partir de 2012 qui est le C1364T sur le gène ALDH7A1 qui est typique de la pyridoxinodépendance. Cet enfant était homozygote et ses parents étaient hétérozygotes. Donc, nous avons fait une dégression de la vitamine B6 jusqu'à atteindre un quart de comprimé par jour, donc ce équivaut à 15 à 30 mg kg par jour. Voici les photos de cet enfant à l'âge de 9 mois. Donc, il avait un bon développement psychomoteur, un bon état d'éveil, un bon tonus axial et périphérique. Il se redresse, il se met debout, il se met assis. L'évolution de l'épilepsie pyridoxinodépendante est bien évidemment se fait vers la persistance des crises jusqu'à l'épuisement cérébral si l'enfant ne reçoit pas son traitement par la vitamine B6. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est arrivé pour la fratrie de notre bébé. Et le plus souvent dans les antécédents d'un enfant qui a fait une épilepsie pyridoxinodépendante, on trouve donc dans la fratrie qu'il existe donc des enfants qui sont décédés par des crises convulsives qui ne se sont pas arrêtées et que les médecins ont retenu le diagnostic de souffrance périnatale. C'est ce qui est expliqué auparavant aux parents. Par contre, sous traitement, le développement psychomoteur va rester variable, il est rarement normal, il va dépendre de la précocité du traitement, de l'association à d'autres et de l'association à d'autres malformations. La vitamine B6 augmente le quotient intellectuel, oui, mais elle doit être associée à d'autres prises en charge thérapeutiques pour avoir une amélioration nette du QI de ces enfants pyridoxino-dépendants. Le traitement se fait à vie à dose de 15 mg kg sans dépasser 200 mg par jour. Il faudra donc donner les doses minimales parfois suffisantes. Il faut savoir qu'à haute dose, on peut avoir une neurotoxicité. Actuellement, ce qu'on propose pour ces enfants, c'est l'association de la pyridoxine avec l'arginine et un régime sans lysine. Et apparemment, on arrive à contrôler les crises, mais aussi à avoir un meilleur développement psychomoteur. Il y a aussi un traitement du fœtus qui peut être proposé pour les femmes enceintes qui ont déjà eu un enfant atteint de pyridoxinodépendance. C'est donc donner la vitamine B6 à la mère à partir de la deuxième moitié de la grossesse à la dose de 50 à 100 mg par jour.
Alors, je rappelle ici, donc, à l'occasion de cette observation, le protocole de traitement devant toute convulsion néonatale qui est suspecte de maladie métabolique. Donc, après avoir donné, en fait, quand est-ce qu'on va suspecter la maladie métabolique? C'est lorsqu'on a fait la première démarche thérapeutique connue, et puis lorsqu'on a fait la première démarche diagnostique étiologique, on ne trouve pas une étiologie évidente, et dans ce cas-là, on va évoquer une pathologie, une maladie métabolique. Il faut savoir que dans les maladies métaboliques, il y a des pathologies qu'on appelle vitaminosensibles. C'est pour cela qu'on doit essayer toujours ces vitamines parce que cette épilepsie peut s'arrêter. On pourra arrêter, traiter ces enfants et arrêter les crises convulsives. Alors, quelles sont ces pathologies vitaminosensibles? C'est le déficit en pyridoxine et dans ce cas-là, on va la traiter par la vitamine B6 à la dose de 100 à 500 mg en IV. Le déficit en pyridoxal phosphate, c'est-à-dire le PLP, et dans ce cas-là, on va donner 30 mg par kilo par jour en 3 à 4 doses per os pendant 3 à 5 jours. Et le déficit en acide folinique, et dans ce cas-là, cette épilepsie sera traitée par l'acide folinique à la dose de 3 à 5 mg kilo jour per os pendant 3 à 5 jours et le déficit en biotine. Et dans ce cas-là, on doit traiter, on doit donner 10 à 50 mg par jour. Alors, ce protocole, il est décrit dans les revues internationales et il faut savoir que dans notre pays, on ne dispose que de la pyridoxine et on n'a pas les autres vitamines jusque-là. C'est pour cela que il faudra penser à ces pathologies et du moment que on pense à cette pathologie métabolique, il faudra commencer par donner la pyridoxine et les autres si on en dispose. Et puis, si on a un arrêt des crises, on va arrêter un à un pour savoir lequel il va rester actif sur les crises épileptiques. Je passe au sixième cas clinique, c'est celui de l'enfant Qais qui est né à terme de 39 semaines avec une anamnèse infectieuse négative. Il est né par césarienne à froid pour un utérus bicicatriciel sous anesthésie avec une hypotension qui a été remarquée chez la mère. La mère donc rapporte qu'elle a fait une hypotension à 6 lorsqu'on lui a essayé la première injection de médicaments pour l'arrachianesthésie. Le liquide amniotique était clair, l'enfant s'est bien adapté à la vie extra-utérine, il a fait un cri immédiat et il avait une petite cyanose initiale passagère qui a été remarquée par le pédiatre qui a accueilli cet enfant. Alors le pédiatre, en fait, il a remarqué que cet enfant avait des trémulations dès sa naissance. Et cet enfant a développé une détresse respiratoire transitoire nécessitant l'oxygénothérapie au round. Il a été traité, il a été alimenté par gavage continu et puis l'enfant s'est amélioré rapidement. C'est pour cela que le pédiatre qu'il a vu avant la sortie à H48, il lui a fait une calcémie puisque cet enfant avait des trémulations qui persistaient. Donc la calcémie était normale. Il lui a fait quand même une échographie transfontanellaire qui s'est révélée normale et il a même complété par un EEG qui était normal. Donc cet enfant a été confié à ses parents et sous allaitement maternel exclusif et l'examen à la sortie de la maternité a noté les quelques trémulations persistantes chez cet enfant. Donc, à son arrivée à domicile, dans les bras de sa mère, on a remarqué que cet enfant faisait des clonies de membres inférieurs à H48. Donc, je vous montre la vidéo. Voici, donc, il était tout calme. C'est un bébé qui était en train de téter le sein de sa mère. Et brutalement, il a commencé à faire ces petites clonies que vous remarquez ici. Ah, donc, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à la clinique privée. Et à son arrivée, on a remarqué la deuxième crise. Cette fois-ci, au niveau du membre supérieur et du membre inférieur. Donc, regardez la deuxième crise. Voilà, membre inférieur, et puis, donc tout à l'heure c'était membre inférieur droit, là, ici, là aussi, donc membre inférieur droit. C'est un enfant qui n'était pas léthargique, qui avait un bon état de conscience. Donc là, c'est les deux membres inférieurs.
Ce sont des clonies fines au niveau des membres. On ne peut pas dire que c'est des myoclonies, ce sont des clonies. Les myoclonies, c'était des contractions au niveau des petits muscles, le plus souvent qui sont fins et erratiques. Voilà, donc là, les clonies deviennent bien marquées au niveau des 4 membres, au niveau des 2 membres inférieurs, et puis vont s'associer les 2 membres supérieurs. Donc regardez bien, lorsqu'elle essaie d'arrêter ses crises, il ne s'arrête pas, donc en le touchant. C'est un diagnostic différentiel avec les autres crises. Voilà, voilà, regardez le membre supérieur droit qui commence à faire des clonies. Donc ça se généralise. Là, c'est pour vous montrer que voilà les crises séquentielles, si vous voulez, ou les crises multifocales et les crises généralisées. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'accouchement par forceps post-traumatique, c'était des clonies généralisées. Là, vous avez des clonies qui peuvent apparaître au niveau d'un membre, puis devenir généralisées secondairement au niveau soit des 3 membres, soit de 4 membres. Alors, chez cet enfant, on a fait une TF, on a refait le TF qui était normal. Et l'EEG a été refait aussi qui était normal. Bien sûr, l'EEG a été refait en dehors de la crise. Et il faut savoir que l'examen neurologique en dehors de ces crises était tout à fait normal. Donc, cet enfant qui avait des manifestations cliniques euh, bien évidemment très évidentes pour dire que c'est des crises épileptiques, mais le G qui était normal, on s'est dit est-ce qu'on donne un traitement antiépileptique ou non? Et on a tenu bon de refaire cet EEG. En fait, il a été refait le lendemain et qui, à cette fois-ci, il a montré des crises cloniques brèves sur un rythme de fond qui reste tout de même bien organisé chez un nouveau-né interne. C'était donc à cette occasion que l'enfant a reçu une seule dose de Gardénal et depuis, il n'a plus refait de crise épileptique.
Alors, le traitement au long cours a été largement discuté et les parents ont refusé de donner un traitement au long cours puisqu'ils étaient deux médecins et ils ont promis de surveiller eux-mêmes leur enfant. Et ils ont signé un consentement pour le refus de ce traitement. En fait, le médecin, le pédiatre qui a vu cet enfant convulsé à plusieurs reprises, pour lui, c'était l'indication d'un traitement au long cours, malgré l'arrêt complet des crises après la première dose de Gardénal. Alors, l'examen de cet enfant à J8 de vie était strictement normal. Il n'a pas fait de récidive de crise après un recul de 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir comme diagnostic? Est-ce que c'est des convulsions néonatales bénignes, tout en sachant que les convulsions néonatales bénignes surviennent avec un pic entre 48 heures et le 5e jour de vie, donc chez ce bébé, il y a beaucoup de signes en faveur des crises néonatales bénignes. C'est essentiellement le fait qu'il garde un bon état neurologique entre les crises et le fait qu'il a un EEG normal entre les crises avec un rythme de fond qui reste normal. Ce sont là deux signes qui sont en faveur de la bénignité. Et bien sûr, avec une ETF qui reste normale à 2 reprises, donc c'est qu'il n'a pas de lésion cérébrale qui le fait convulser. Par contre, il faut toujours savoir que une souffrance, même légère, elle peut donner des crises convulsives passagères, transitoires, symptomatiques. Et dans ce cas-là, on pourra classer l'encéphalopathie hypoxie-ischémique si elle va survenir après une asphyxie périnatale. On va la classer dans le SARNAT 1 ou le SARNAT 2 dans sa forme bénigne, et si vous voulez, avec une évolution favorable. Sachez, donc souvenez-vous bien que la classification de Sarnat dans la classe 2, le pronostic qui peut être bon comme il peut être sévère dans la moitié des cas, et donc c'est selon l'évolution initiale. Donc notre enfant, il doit être suivi au long cours. On ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, il n'y avait pas de souffrance périnatale, sauf cet incident d'hypotension qu'a présenté la mère. Et bien sûr, tout incident d'hypotension que représente la mère peut entraîner une chute brutale du débit sanguin cérébral. On peut avoir des petits signes d'ischémie cérébrale qui peuvent ne pas apparaître actuellement à l'ETF et avec un bébé qui garde un bon état général malgré les crises qu'il a faites à l'âge néonatal. Donc c'est un nouveau-né à suivre, mais c'est un nouveau-né typique de crise néonatale bénigne qui peuvent même faire des états de mal convulsifs. Nous passons maintenant au 7e cas clinique démonstratif. Donc, il s'agit d'un prématuré de 36 semaines qui est né par césarienne en urgence pour RCF pathologique. Il s'est bien adapté à la vie extra-utérine avec un APR à 8/9. Le liquide amniotique était clair, l'anamnèse infectieuse était négative. Cet enfant a présenté une détresse respiratoire néonatale immédiate pour laquelle il a reçu une oxygénothérapie par CPAP et on a remarqué la présence de mouvements anormaux d'emblée. Comme vous le voyez sur cette vidéo, en fait, je l'ai filmé après avoir arrêté la CPAP. Donc, comment décrire ces mouvements que présente cet enfant? En fait, donc, il a des crises, des clonies, des clignements des yeux, des mâchonnements, donc avec une grande agitation, une irritabilité si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va suspecter? C'est un enfant qui a souffert peut-être. Donc, on a fait une ETF qui s'est révélée normale. On a fait un EEG rapidement H12 de vie puisque cet enfant était tellement agité qu'on n'était pas sûr que c'était des crises épileptiques. Et l'EEG a montré un tracé de fond qui était irritable avec quelques décharges paroxystiques concomitantes avec des clonies des 4 membres. Dans ce cas-là,
l'enfant a reçu 2 doses de Gardénal, une première et une deuxième, parce que la première était sans effet. Et la deuxième aussi était sans effet, on est passé au Rivotril. Ce qui était sans effet, on est passé à la vitamine B6. Donc, bien sûr, c'est l'escalade thérapeutique et bien sûr, le tableau clinique, même comme vous l'avez vu, ça rappelle la pyridoxino-dépendance. Mais malheureusement, la vitamine B6 elle aussi, n'a pas donné d'effet. Donc, on est devant un enfant qui présente des crises épileptiques avec un état d'agitation et des crises polymorphes qui étaient précoces dès la naissance et on n'a pas d'étiologie évidente. Bien sûr, le bilan infectieux a été fait chez ce nouveau-né qui était négatif, la PL était normale on n'a aucun effet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le diagnostic et qu'est-ce qu'on va faire pour cet enfant? Donc, on a suspecté un syndrome épileptique néonatal. On s'est dit peut-être que c'est quelque chose de génétique, de métabolique ou quelque chose de transmissible. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit que ce soit une déconvulsion néonatale bénigne, familiale ou non, soit que ce soit un syndrome épileptique, mais le gène n'était pas franchement perturbé, qui ne s'annonce pas de mauvais pronostics, ou bien autre cause malformative ou autre qui serait passée inaperçue à l'ETF. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est approfondir l'interrogatoire avec les parents pour voir surtout s'il y a des antécédents particuliers à la recherche donc de pathologie maternelle et d'un traitement pris par la mère. Chose qu'il faudra toujours ne pas oublier parce que par un simple interrogatoire approfondi, on se trouve et on découvre des choses. En effet, la mère de cet enfant était traitée par des anxiolytiques au cours de toute la grossesse qu'elle n'a pas arrêté et avec une dose assez élevée. Donc, cet enfant n'a plus reçu de traitement. On a retenu le diagnostic d'une intoxication par les anxiolytiques et c'est le syndrome de sevrage de ces anxiolytiques. Donc, spontanément, cet enfant a évolué favorablement avec une accalmie qui a été obtenue au bout de 4 jours. Je termine maintenant par vous montrer ces dernières vidéos, donc pour vous montrer donc, le type de mouvements anormaux que peut présenter un nouveau-né. Regardez ici les mouvements que présente cet enfant. C'est des myoclonies du sommeil, du prématuré et du nouveau-né, même à terme on peut les voir. Donc c'est un enfant qui fait des petites myoclonies sans aucune altération de l'état général et ça s'arrête immédiatement après le réveil du nouveau-né. Alors, les myoclonies de sommeil, lorsqu'elles sont très importantes et répétitives, on peut faire un EEG pour s'assurer que ce n'est pas d'origine épileptique. Dans la deuxième vidéo, je vous montre ici des petites myoclonies erratiques, regardez bien, donc diffuses et erratiques, chez un nouveau-né qui est complètement déprimé, qui respire par un ventilateur artificiel et aucun état de conscience, donc c'est un bébé qui était en coma et qui fait des mouvements fins, vibratoires au niveau des 4 extrémités, c'est ce qu'on appelle les myoclonies erratiques et c'est ce qu'on peut voir dans les syndromes épileptiques tels que l'encéphalopathie myoclonique précoce. Donc voilà, on arrive à la fin de notre cours et pour conclure, j'insiste sur la clinique qui est primordiale. J'insiste bien sur l'observation de nouveau-né qui doit être prolongée. Il faudra voir l'enfant, regarder l'enfant et prolonger cette observation pour bien décrire ce qu'il fait et bien s'orienter sur le plan étiologique. Voir le nouveau-né dans son contexte global, donc voir les circonstances de l'accouchement, son état, est-ce qu'il est traumatisé, est-ce qu'il a des signes de traumatisme obstétrical, est-ce qu'il est à terme, est-ce qu'il est prématuré, etc. Voir son état de conscience, voir son regard, voir sa réactivité, etc. Donc l'observation et la clinique, c'est primordial
primordial dans tout diagnostic des crises néonatales. Et puis, j'insiste sur le EEG vidéo qui est la clé du diagnostic des crises épileptiques. Vous avez remarqué que nous faisons des enregistrements vidéo pour tous les mouvements anormaux, pour avoir même un feedback après et pour voir, faire une corrélation électro clinique et pour dire que cet G il va permettre de nous dire que tous les mouvements anormaux ne sont pas tous d'origine épileptique. C'est pour cela qu'il faudra se baser sur la clinique et l'électroencéphalogramme. Alors, sur le plan thérapeutique, le traitement initial reste toujours le phénobarbital. Le traitement prophylactique sera discuté selon le faisceau d'arguments cliniques, électriques et radiologiques. Et actuellement, les nouveaux antiépileptiques seraient mieux tolérés, mais ça reste encore dans le cadre de l'expérimentation. Je vous remercie.